Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau moment de partage. De par mon métier, je suis très souvent invité dans des comités de direction pour aider les dirigeants à réfléchir sur les enjeux de leur raison d'être. C'est évidemment un sujet très à la mode. Raison d'être, entreprise à mission, vocation, marque employeur, l'époque est devenue un vrai checker de sens. On sent bien à quel point il est difficile d'être unique. Après 25 ans d'hyperfinanciarisation des modèles d'organisation, comment ne pas tomber dans le politiquement correct? Comment faire authentique? Comment donner envie? Je vous propose de partager mon expérience du sujet, alors même que la langue de bois sévit de partout. Avant tout, remontons à 2018 et plus particulièrement sur les travaux de Jean-Dominique Sénard et de Nicole Notat. En faisant de l'entreprise un objet d'intérêt collectif, Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard, auteurs du rapport qui porte leur nom, intégré à la loi Pacte de 2019, rêvaient de faire de l'entreprise un acteur responsable de la cité au sens social et environnemental en modifiant l'article 1833 du Code civil. La société doit être gérée dans son intérêt propre en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. L'entreprise responsable non plus que de son profit, mais aussi de sa contribution aux enjeux sociétaux fut invitée à se doter d'une raison d'être. Les auteurs ont proposé de confier au conseil d'administration et de surveillance la formulation de cette raison d'être visant à guider la stratégie de l'entreprise en considération de ses enjeux sociaux et environnementaux. Je cite dans le texte. Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société en référence à la raison d'être de l'entreprise et veille à leur mise en œuvre conformément à l'article 1833 du Code civil. Derrière cette ambition civilisationnelle qui bouscule les a priori culturels du grand capital versus la vraie vie des gens, s'est révélé à quelques rares exceptions près l'incapacité des états-majors à oser relever le défi de la raison d'être. En d'autres termes, une majorité d'états-majors ont été incapables de prendre le temps de travailler sur le sens profond de leur entreprise et de leur mission. On peut se demander pourquoi, dès lors que les personnes qui siègent à une instance de direction sont censées être intelligentes, voire brillantes. La raison est fort simple et difficile à accepter pour les principaux intéressés. Rares, très rares sont les comités de direction solidaires, unis par des liens forts. Ils sont encore plus rares à faire véritablement équipe. La plupart du temps, nous avons des super champions, chacun dans leur couloir, qui se soucient rarement du voisin d'à côté. Ils sont très souvent éduqués à la rentabilité forcenée à court terme. Le temps long et de surcroît le temps humain est souvent incongru. L'ego règne en maître sous la huette de présidents qui rarement ont conscience de l'importance du sujet face aux livrables financiers attendus, même si, intellectuellement, ils peuvent adhérer au sujet. La raison d'être renvoie à l'ADN, l'âme de l'entreprise, sa fierté et aussi surtout son ambition humaine. Autant dire que le sujet est transversal et ne peut souffrir de la moindre dissonance entre dirigeants. Il réclame l'union sacrée des têtes, mais aussi des cœurs. Le chacun pour soi des expertises fait place à l'intérêt collectif, à la vision d'avenir, qui dépasse les plans de carrière aussi. La raison d'être est de fait une formidable opportunité pour redonner vie aux instances dirigeantes. Le sujet, qui se veut intime et stratégique, est devenu aujourd'hui un sujet de consultants et d'agences de com. En déléguant à des prestataires l'écriture de leur raison d'être, nombre d'entreprises, en particulier du CAC 40, ont affiché leur incapacité à se penser en humanité. Le dessin de la raison d'être, qui impose de plonger dans ses racines, est devenu un exercice sémantique, mêlant tous les idiomes dans l'air du temps, allant du monde meilleur au bonheur en passant par la vie joyeuse. Bref, le miroir du politiquement correct tant décrié. C'est triste, même pathétique. L'essence même de la raison d'être est politique avant tout, au sens de l'intérêt commun. Elle équilibre l'intérêt du capital et ceux des parties prenantes. On y retrouve de la République de Platon dans sa définition au profit d'une société des idées. Encore faut-il que l'entreprise ait le courage de dépasser ces dogmes de taux de rentabilité qui font vivre ses dirigeants dans le court terme et castrent leur créativité, pire, leur sensibilité. La raison d'être impose un courage humain fort. La raison d'être est le miroir à la fois de la mission technique, le livrable, mais aussi de la mission humaine de l'entreprise, que ce soit en tant qu'employeur, qu'acteur de la cité en général. Sur le plan humain, elle se heurte en France en particulier à tous les défis sociétaux de l'époque. Individualisme, désengagement politique, baisse abyssale du niveau scolaire, fragmentation communautariste, etc. Lutter contre le chacun pour soi est un enjeu majeur de la raison d'être. Côté travail, elle doit relever les enjeux du nouveau humain, nouveau usage, nouvelle envie, nouvelle manière de travailler aussi. Les symboles de réussite d'hier, à commencer par l'entreprise physique et la gestion de carrière classique, ont volé en éclats ces dernières années, et plus particulièrement évidemment avec la Covid.
La raison d'être doit veiller à la banalisation des effets de formules à la mode, du genre soft skill ou autre hybridation, au profit d'un bon sens pragmatique de la relation à l'autre. La langue du travail est devenue un agrégat de termes anglo-saxons qui font ressembler celles et ceux qui en abusent à des pantins sans voix ni âme. Les mots sont les premiers outils de la culture, ne l'oublions pas. Nous subissons une forme d'accumulation de mots valises derrière lesquels le non-sens se réfugie. Ouvrons les yeux. La novlangue inventée par George Orwell dans son roman 1984, qui, rappelons-le, était publié en 1949, bat son plein en élevant la connerie en mode de communication. La raison d'être est de fait un rempart à la connerie corporate qui dénature le sens des mots, d'autant plus que l'entreprise culturelle va prendre le pas sur l'entreprise physique dans les mois et années à venir. La raison d'être ne se résume pas à une phrase, elle incarne le projet politique de l'entreprise, vis-à-vis de toutes ses parties prenantes. Un programme qui s'appuie non seulement sur des engagements responsables, mais aussi sur des engagements culturels forts et sélectifs. Elle dimensionne la mission dictée par l'ADN de la marque. Entre entreprise à mission, plateforme de marque, raison d'être, il y a de quoi se perdre et pourtant tout est fluide et non divisible. 1. Tout part en effet de la raison d'être. 2. La raison d'être légitime et donne vie à la marque. 3. La marque fixe la mission. 4. La mission définit la marque employeur en déclinant la marque sous l'angle humain. Avoir une mission, c'est être missionnaire d'un projet, d'une vision, d'un rêve. Et c'est là que la raison d'être donne envie d'en être. Elle symbolise et matérialise l'ensemble des critères d'adhésion, à commencer par les items émotionnels, en écho à l'envie d'être des personnes. L'envie d'être est devenue la boussole de vie de la plupart. Les taux-débit et autres statuts qui bouffent le patronyme des gens ne font plus recette. L'envie d'être, c'est avant tout l'expression profonde de l'envie d'être en vie de chacun. Après des années de stratagèmes managériaux, souvent inspirés des pitreries californiennes comme les Chief Happiness Officer, l'enjeu est de faire vivre le sens commun de la tribu entreprise. Faire tribu est l'essence même de l'entreprise, portée par sa raison d'être. Les différences qui font la richesse d'un collectif s'unissent dans une harmonie que l'on nomme le maillot, l'étendard ou plus simplement la marque employeur. Faire tribu après des décennies de déshumanisation due à l'hyperfinanciarisation, c'est faire appel au leadership humain des dirigeants, qu'ils soient entrepreneurs ou cadres dirigeants. C'est faire appel à l'adhésion collective, c'est avoir le courage des actes fondés sur des droits et devoirs connus et reconnus. C'est aussi assumer la dimension émotionnelle des relations humaines. En clair, la raison d'être devient mode de vie et ne cherche pas à plaire à tout le monde au nom de son exclusivité culturelle. Elle guide toute la politique RH et dessine le modèle de management. N'ayons pas peur des mots. Elle réhabilite aussi une forme de discipline portée par le respect et la considération de tous. Plus que jamais, la notion de droit et devoir doit être réhabilitée pour accompagner une raison d'être et espérer faire tribu. Vous connaissez beaucoup de tribus sans rite, sans code, sans culture? Bien sûr que non. Que l'on soit salarié, candidat, citoyen, la raison d'être donne envie parce qu'elle fait vivre concrètement et non parce qu'elle promet. Son impact politique ne repose pas sur des promesses, mais bien sur des engagements mis en pratique. En conclusion, j'aimerais que vous reteniez une chose. L'exemplarité culturelle élevée en miroir de la raison d'être est un défi pour tous les états-majors qui ont trop souvent tendance à prendre les mots pour des idées. Merci à vous.